Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour le Zoom RH d'actualité sociale de juillet 2020. Nous avons le plaisir d'accueillir Maître Patricia Gomez-Talimi de PDGB Avocat et Maître Cristal Maguet, sa consoeur de PDGB Avocat également. Je vous rappelle simplement que ce webinaire est enregistré et que vous pouvez poser vos questions soit par le chat de Zoom, soit par mail à groupe.professionnel@gats.org. Voilà, à l'issue des interventions de Maître Gomez-Talimi et de Maître Maguet, nous aurons une session de questions-réponses et je cède immédiatement la parole à Maître Gomez-Talimi pour qu'elle nous présente les dernières actualités sociales. Merci Jean. J'ai le plaisir d'intervenir devant vous afin effectivement de parcourir ensemble l'actualité des 4 dernières semaines qui se sont écoulées. Une actualité toujours très riche, évidemment, en droit social, en droit du travail. Alors, on commence par l'actualité des textes et on poursuivra ensuite avec l'actualité de la jurisprudence. Donc, le point sur les textes du mois passé. Comme vous le savez, effectivement, le premier élément, c'est le changement qui est intervenu à la date du 1er juin sur l'activité partielle avec de nouvelles dispositions en la matière, puisqu'il a été prévu de créer un dispositif spécifique d'activité partielle avec une mise en place obligatoire par accord collectif. Il a également été prévu le maintien des garanties collectives complémentaires d'entreprise, et ce, parce qu'il y a eu un doute sur le fait que les salariés en activité partielle continuaient à pouvoir bénéficier des régimes de prévoyance de l'entreprise. Le doute est évidemment levé et les salariés en question bénéficient de l'activité partielle, de la prévoyance de l'entreprise durant l'activité partielle. Alors, nous avons pris le soin de faire un tableau particulièrement important et révélateur sur le régime de l'activité partielle avant et après la réforme. Donc, l'activité partielle actuelle se déclenche via une décision unilatérale de l'employeur et via une autorisation administrative. L'activité partielle a une durée de 6 mois. Elle peut aller jusqu'à une durée de 6 mois. L'employeur sollicite ce qu'on appelle un nombre d'heures chômables, donc un nombre d'heures indemnisées qui sera ensuite, le salaire sera remboursé, étant remboursé ensuite par l'État. Le volume est donc autorisé et a posteriori, l'entreprise adresse une demande de remboursement pour les heures réellement chômées. Le salaire versé est un salaire qui est représentatif, on appelle une indemnité d'ailleurs, une indemnité d'activité partielle qui est égale à 78% du salaire brut, soit l'équivalent de 84% du salaire net. Il faut savoir que l'activité partielle de droit commun cible, comme on le dit, serait déterminée de la manière suivante. Toujours une décision unilatérale avec une autorisation administrative. Il y aurait un principe de 3 mois renouvelable avec un maximum de 6 mois. L'employeur continuerait à solliciter effectivement un nombre d'heures chômables. Alors ça, c'est ce qui est envisagé. Et enfin, on a une indemnisation au niveau du salarié qui serait équivalente à 100% du salaire net au niveau du SMIC pour les gens qui sont au niveau du SMIC, à 72% du salaire net pour les salariés qui seraient au niveau de 1,3% du SMIC, 1,3 fois le SMIC. Et surtout, le fameux plancher donc de 8,03 € de l'heure resterait inchangé. Et dernier point dont vous devez tous vous souvenir, les 70% du salaire brut passeraient à 60% du salaire, donc 60% au lieu de 70%,
avec le plafond, qui est toujours le cas aujourd'hui, de 4,5 fois le SMIC. Donc, finalement, pour les petits salaires, ça resterait inchangé. L'employeur continuerait dans les mêmes conditions globalement à verser la même indemnité et lui à obtenir une allocation qui serait identique. Par contre, effectivement, on aurait la limite de 1,3 fois le SMIC et au-delà, l'employeur serait moins bien remboursé. Ensuite, il est possible que l'on arrive très rapidement à ce qu'on appelle une activité partielle de longue durée, qui serait un régime qui, lui, se substituerait au régime actuel, avec la possibilité de couvrir les 2 prochaines années. Alors, pas évidemment en une seule fois, parce que ça serait des périodes de 6 mois, mais avec un maximum de 2 ans. C'est pour vous dire combien aujourd'hui les pouvoirs publics sont conscients que la crise qui s'annonce va être une crise très, très dure pour les entreprises. Alors, la différence entre ce dispositif dit de longue durée et le dispositif actuel de droit commun, c'est que l'entreprise va devoir, pour en bénéficier, signer un accord. Donc, il va devoir y avoir un accord d'entreprise ou un accord de branche étendu, avec l'idée que ça ne sera pas un accord que l'on demandera simplement de signer, mais ça sera un accord soumis à un diagnostic et à un partage donc d'informations entre les représentants du personnel et l'entreprise. L'accord définira le volume maximal d'heures susceptibles d'être chômées et il y aura effectivement un maximum égal à 40% du temps de travail du salarié. Le volume sera apprécié salarié par salarié. Et on tombe sur une indemnisation qui est globalement celle que l'on connaît aujourd'hui, avec un plafond équivalent à 70% pour les salaires allant jusqu'à 4,5 fois le SMIC, et toujours avec un plancher de 8,03 € de l'heure. Donc, le slide que vous pouvez visionner fait exactement le point sur le régime qui existe, le régime qui va exister jusqu'au 1er octobre et le régime qui est celui de l'activité partielle de longue durée qui va être soumis à la signature d'un accord d'entreprise. Alors, hormis l'activité partielle, nous avons des changements qui sont intervenus, toujours dans l'optique du Covid, afin de faciliter le recours au CDD, à l'intérim, au contrat d'insertion et au prêt de main-d'œuvre. Il est important de noter en la matière que les pouvoirs publics ont estimé que, là encore, par accord d'entreprise, les règles de renouvellement et de succession des CDD devaient être assouplies jusqu'au 31 décembre. Pourquoi ? Parce qu'il est considéré que le régime des CDD est un régime beaucoup trop lourd et est un régime qui est compliqué pour les entreprises, puisqu'on a beaucoup de mal à saisir les subtilités du CDD. Donc, les règles se sont assouplies par la loi qui est intervenue, la loi du 17 juin 2020. Alors, il est évident que pour profiter de cet assouplissement, là encore, il faut signer un accord d'entreprise. De même, il a été décidé d'assouplir les contrats d'insertion avec un allongement de la durée des contrats d'insertion. Et enfin, on a remis au goût du jour un dispositif qui avait existé, mais qui n'a pas du tout été utilisé, ou quasiment pas. C'est le dispositif dit Cherpion. Donc, pour vous donner un raccourci du dispositif Cherpion et du nouveau dispositif qui existe, c'est: vous êtes une entreprise, par exemple, de papier, vous êtes un imprimeur, vous avez une masse salariale trop importante parce que vous perdez un gros client,
et vous ne voulez pas licencier pour motif économique parce que vous pensez que vous pouvez réajuster la situation, ou bien que une fois licencié, vous aurez du mal demain à réembaucher si vous avez de nouveaux contrats. Donc dans ce cas-là, il vous est possible de conclure une convention avec une entreprise qui n'est pas forcément d'ailleurs un industriel du papier, mais qui peut être une entreprise de votre bassin industriel ou de votre zone d'aménagement, et vous mettez à disposition pendant un certain temps les salariés, vos salariés auprès de l'entreprise. Donc, vous êtes l'entreprise prêteuse et vous avez une entreprise qui accueille en son sein les salariés parce qu'elle a des besoins de main-d'œuvre. Donc là, il est possible de faire une convention avec la dite entreprise. Le Covid et le confinement a coïncidé avec un aménagement des délais qui existent en matière de droit commercial, en matière de droit immobilier, mais également et surtout pour nous en matière de droit social et de droit de la sécurité sociale. Donc, nous avons eu ce qu'on appelle une suspension des délais ou une prorogation des délais, et les termes des délais ont été repoussés, les délais qui expirent entre la date du confinement, la date du 12 mars et aujourd'hui. Il y a eu donc des délais qui ont été repoussés jusqu'au 10 octobre 2020. Le délai pour faire les élections idem ont été repoussés, ces délais-là, et donc les entreprises ont le droit d'attendre le 1er septembre pour reprendre leur processus électoral en termes de CSE, par exemple. Et parallèlement, tout ce qui est procédure de reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles, où il y a des délais, énormément de délais très spécifiques, ces délais limites ont été également repoussés. Pourquoi ? Parce que les caisses primaires d'assurance maladie sont confrontées à une grande activité et que les entreprises elles-mêmes ont du mal à gérer, ce qui est normal, les questionnaires qui sont reçus par exemple des caisses primaires. Donc pour ces raisons-là, les délais ont été repoussés. Les délais peuvent vous être envoyés, si vous le souhaitez, sur votre demande, parce que ce sont des délais qui sont assez nombreux et qui constituent autant de chausses-trapes pour les entreprises qui ont du mal à les maîtriser. L'URSSAF, au mois de juin, a rappelé les modalités déclaratives pour les travailleurs handicapés. Il faut que vous sachiez que l'année 2019 coïncide avec l'annonce d'une réforme fondamentale qui a pris effet justement au 1er janvier 2020 s'agissant de l'emploi des travailleurs handicapés. Et cette ardente nécessité de l'emploi des travailleurs pour les travailleurs handicapés, de l'emploi handicapé, comme on dit, s'est traduit par une réforme de la déclaration et de ce qu'on appelle le dispositif que connaissent bien les gestionnaires paye de la DSN. Voilà, donc le slide fait le point sur cette question qui est là encore très technique et pratique. Alors, durant le mois de juin, il est survenu une directive européenne qui doit être transposée en France au plus tard au 31 décembre 2021. Cette directive européenne concerne les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, vous en avez tous entendu parler, ne serait-ce que par des scandales qui ont été déclenchés, notamment dans des banques ou tout bêtement sur le net, s'agissant de la fraude fiscale qui a été dénoncée par un salarié dans une entreprise qui concerne une banque. Et donc, c'est ce qu'on appelle un lanceur d'alerte. Donc, les entreprises doivent être équipées d'un registre. Toutes les entreprises de plus de 50 salariés doivent être équipées d'un registre qui est un registre où est mentionnée une alerte faite par un salarié. Donc l'alerte, elle peut être aussi bien en droit commercial,
Par exemple, de la corruption, un salarié qui soupçonne de la corruption de la part de l'un de ses collègues ou de la part de son PDG. Ça peut être en termes environnemental, un salarié qui décide de dénoncer la pollution par son entreprise de la rivière adjacente, mais ça peut être aussi en droit social, un salarié qui dénonce un harcèlement moral dont fait l'objet l'un de ses collègues, ou encore qui dénonce des propos sexistes et de la discrimination de la part de la direction des ressources humaines. Bref, l'alerte est une notion polyforme. Or, qui dit alerte, souvent dit représailles. Donc, pour cette raison-là, étant précisé que le lanceur d'alerte a été lancé au niveau international et au niveau plus particulièrement de l'Europe et a été transposé en France, l'Europe a décidé d'aller plus loin et a décidé d'ériger un arsenal de protection en faveur du lanceur d'alerte. Alors, je vous le dis tout de suite, la France, en la matière, avait pris les devants puisque la loi Sapin 2, dont vous avez sans doute tous entendu parler, avait de toute façon déjà protégé le lanceur d'alerte en construisant une protection contre le licenciement, contre les mesures discriminatoires prises à son encontre. Cette protection a été intégrée en son temps dans le Code du travail et dans le Code pénal. Bon, ça c'est le premier point. Néanmoins, la France doit continuer cet arsenal de protection puisqu'il faut maintenant aller plus loin en la matière et il va falloir mettre en place ce qu'on appelle des, ouvrez les guillemets, canaux de signalement efficaces dans les entreprises de plus de 50 employés ou les villes de plus de 10 000 habitants. Alors pourquoi la spécificité sur les villes? Parce que il y a certes le secteur privé dont vous faites partie qui est concerné, mais également le secteur public et notamment celui des collectivités locales. Donc, votre mairie, votre commune, dès lors que vous vivez dans une ville de plus de 10 000 habitants, doit forcément, le jour venu, renforcer son dispositif s'agissant de l'alerte et du lancement d'une alerte. Et l'interdiction de toute forme de représailles, je dois bien vous avouer qu'en la matière, je trouve que la France est au rendez-vous. Donc, la seule chose, c'est qu'on va devoir unifier la législation sur toute l'Europe. Et donc, il faut qu'on atteigne le standard de ceux qui ont érigé une protection la plus élevée qui soit. Et je pense honnêtement qu'en la matière, on en fait partie. Alors, ensuite, vous avez dû en entendre parler. Vous savez que l'épargne salariale ne peut être débloquée que pour des cas bien particuliers. Par exemple, si vous voulez acheter votre résidence principale ou s'il y a un divorce. Bon, si naturellement vous quittez l'entreprise, c'est aussi un cas de déblocage. Et le gouvernement a souhaité, via un décret, faire en sorte que les victimes de violences conjugales puissent débloquer leur participation ou leur plan d'épargne entreprise. C'est un point qui montre l'intérêt et la volonté de l'actuel gouvernement de protéger les femmes en la matière. Alors, je reviens juste sur le slide précédent. Hormis le déblocage, sachez qu'en termes d'épargne salariale et durant le confinement et après le confinement, il y a eu des nouveautés. Et notamment, l'une des nouveautés, c'est qu'on peut déposer électroniquement les règlements des plans d'épargne salariale. La voie électronique étant privilégiée par la force des choses aussi, je dirais, étant précisé que c'était le cas pour tous les accords d'entreprise et qu'il n'y avait plus de dépôt papier auprès de la direction départementale du travail. Et ensuite, on n'a plus besoin de consulter un CSE sur un projet d'accord d'intéressement, ce qui allège, là encore, les obligations des entreprises. Donc, on est aujourd'hui le 2 juillet. Malheureusement, si vous n'avez pas adopté, si vous n'êtes pas à jour sur l'épargne salariale concernant l'intéressement et la participation, vous aviez
pour les entreprises qui ont un exercice social qui vont du 1er janvier au 31 décembre, vous aviez jusqu'au 30 juin, donc jusqu'à hier, pour vous mettre en règle, jusqu'à avant-hier, puisqu'on est le 2 juillet, vous aviez jusqu'au 30 juin pour vous mettre en règle en la matière et signer un accord d'intéressement ou de participation. Alors, les tickets restaurants, les adaptations ont été faites pour soutenir nos amis restaurateurs. Et il y a eu donc des règles dérogatoires qui sont valables jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, vous pourrez utiliser, mais à condition que ce soit un restaurant, vos tickets restaurants, donc samedi, dimanche, jour férié, et vous pouvez payer, entre guillemets payer, jusqu'à 38 € par jour via vos tickets restaurants. Donc, vous avez compris que le plafond a été multiplié par 3, même un peu plus de 3. Enfin, il y a eu un accord national interprofessionnel sur les cadres qui, pour une fois, et on doit le saluer, a fait l'unanimité parmi les partenaires sociaux. Donc, les cadres, vous le savez, c'est une catégorie qui a connu son heure de gloire dans les années 70 et petit à petit, les cadres se sont retrouvés ou se sont pensés comme étant les mal-aimés de la population active. Pourquoi? Parce que les cadres parce que la catégorie de cadres, c'est aussi polymorphe. C'est à plusieurs facettes. Vous avez le cadre dirigeant, vous avez le cadre moyen, vous avez le cadre autonome, vous avez le cadre intégré, vous avez l'assimilé cadre. Bref, au milieu de tout ça, le cadre a du mal à savoir qui il est vraiment. Donc, les syndicats ont signé au niveau national un accord avec des notions clés. Alors, première notion, c'est que les branches professionnelles doivent définir ce qu'est un cadre en fonction de leurs propres critères. Ceci est très important parce que dans la notion de cadre, vous avez la notion d'encadrement, par exemple, et de management. Or, vous pouvez très bien avoir des cadres qui n'encadrent pas, qui encadrent eux-mêmes, par exemple. Et pour autant, ils ont un pouvoir de décision et une autonomie qui fait qu'ils sont cadres. Donc, vous avez aussi, dans cet accord national, une incitation aux bonnes pratiques avec des règles d'éthique qui sont importantes à respecter par rapport au cadre et avec le principe posé d'entretien d'évaluation et avec le principe que les cadres doivent avoir accès aux informations émanant de l'entreprise. C'est important. Donc, vous avez compris qu'on essaye de repositionner le cadre comme étant un emploi important dans l'entreprise. Sont rappelés dans l'accord les enjeux managériaux sur les cadres, avec les nouveaux modes d'organisation du travail et d'équilibre des temps de travail et des temps de vie privée ou des temps de loisirs. Alors, il est d'ailleurs très intéressant pour cela de voir les réflexions qui ont émaillé le télétravail. Beaucoup de cadres se sont sentis désarmés parce qu'ils n'avaient plus leur équipe sous la main, entre guillemets, dans les locaux. Donc, ils se sont sentis perdus, certains. Donc, il faut réinventer à l'orée et à l'aune des enjeux managériaux posés par les nouvelles pratiques du travail, le statut de cadre. Enfin, un nouveau protocole de déconfinement version 3, la V3 du protocole de déconfinement a été mis en ligne par le ministère du Travail le 24 juin 2020. Alors, justement, la transition est toute faite. Avant le 24 juin 2020, le télétravail était la règle. Depuis le 24 juin 2020, le télétravail n'est plus la norme. Mais l'idée est de faciliter le retour à la normalité de l'activité économique. Donc, le retour à la normalité passe par le retour au bureau.
en respectant les règles sanitaires et avec un retour dit progressif. Donc, le protocole du 24 juin assouplit les règles que nous avions connues. On a toujours le respect de la distance d'au moins 1 mètre entre les personnes, mais la jauge des 4 mètres carrés qui avait posé tant de difficultés, notamment dans les open space, est devenue un simple outil qui reste proposé à titre individuel. Si la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée, le port du masque est obligatoire. Et enfin, le salarié portera un masque lorsqu'il est en contact avec un groupe qui ne porte pas de masque. Il faut se rappeler qu'en la matière, vous avez 2 catégories de salariés qui sont à part, qui est la catégorie des personnes vulnérables, qui est définie à la fois par le ministère de la Santé et par un haut conseil de la santé qui définit ce que c'est les personnes vulnérables, mais également à côté des personnes vulnérables, vous avez les personnes qui côtoient les personnes vulnérables et les seniors. Et pour ces catégories-là, le télétravail doit continuer à être privilégié.